Bonjour à toutes et tous. On est très contents et contentes de vous voir si nombreux et nombreuses ce matin. Moi, je suis Charline Bargan, je suis chargée de mission santé à la Fédération des acteurs de la solidarité. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle que la FAS a débuté en 2022 pour aborder la santé mentale sous le prisme de la précarité. L'objectif ici est de sensibiliser le réseau à ces problématiques, de partager les difficultés, mais également les bonnes pratiques pour qu'on s'outille en pensant vraiment des réponses collectives. Donc le but de ces 2 heures, c'est vraiment de partager des bonnes pratiques, des projets, en tout cas, qu'on pourrait s'inspirer pour les accompagnements. Donc vous trouverez l'ensemble, comme je disais, des webinaires sur notre chaîne YouTube. Euh, ce... Pardon. Donc ce matin, on va discuter de la santé mentale et des droits pour un accompagnement digne. Nous explorons les clés juridiques, dont celles par exemple sur la directive anticipée, les mesures de protection, la personne de confiance, et également les enjeux psychiques pour un accompagnement véritablement éclairé. Donc la session mettra également en lumière les risques engendrés par la précarité et les pratiques coercitives telles que les soins sans consentement et le recours à la contention. Comme je disais, en fait, la contrôleuse générale des lieux de privation et de liberté met en lumière qu'il y a un lien structurel entre la précarité socio-économique et également les soins sans consentement. C'est vrai que sur notre territoire, donc en France, le recours à la contrainte est fréquemment l'aboutissement de trajectoires de vie marquées par l'exclusion, donc comme l'absence de logement stable, l'isolement social empêchant un suivi préventif et également transformant des pathologies gérable, si on peut dire, en crise aiguë visible sur la voie publique. Donc, faute de structure d'accompagnement social suffisante, l'hôpital psychiatrique devient alors le dernier filet de sécurité, mais soit un mode peut-être coercitif, en tout cas ce qui est vu par le CGLPL. Donc, il y a vraiment un risque de pénalisation de la misère. Donc, ça, c'est toujours la contrôleuse, ou l'hospitalisation d'office pallie l'absence de solution d'hébergement et de réinsertion au détriment de l'alliance thérapeutique et de la liberté individuelle des patients et patientes. Donc, ce matin, c'est dans ce cadre que nous allons articuler nos échanges avec, sur les leviers pour comprendre et faire respecter les droits des personnes concernées sous le prisme de la précarité. Donc, le déroulé va s'organiser en 3 séquences. On va avoir une première séquence avec 2 intervenantes, je laisserai se présenter, de l'établissement public de santé mentale de Villévrard, pour avoir vraiment un décryptage des mécanismes de protection avec la présentation d'une action menée au niveau de l'EPSM. Ensuite, en deuxième séquence, ça sera vraiment porté sur les pratiques d'un acteur, de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion avec l'exemple justement d'un levier qui est la personne de confiance. Et une dernière présentation d'une association qui va nous rejoindre en cours de matinée, les enfants du canal, pardon, pour partager également une expérience sur un des leviers qui est les directives anticipées. Il y a également ma collègue, j'ai complètement oublié, donc Marie Chatagnon, qui est présente avec nous ce matin. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Marie Chatagnan, je suis chargée de projet Addiction Précarité à la FAS nationale. Donc, je travaille avec Charline au sein du pôle santé de la FAS et ravie d'être avec vous. Je partirai un petit peu avant la fin du webinaire, j'en suis désolée, mais je suis ravie d'être là. Parce que du coup, on sera toutes les deux sur on va dire la logistique, également en, en back-off, notre collègue Naïma Slimani, qui est responsable événementiel. Nous allons vous demander si vous avez des questions tout au long des interventions, vous pouvez les poser dans le Q&R. C'est plus facile pour nous après de vous relire et de synthétiser. Au bout de la présentation, on posera les questions aux intervenantes et intervenants. Ouais. Avec Marie, on posera les questions aux intervenants et intervenantes. Je sais pas qui a son micro ouvert. Euh, utiliser le Q&R. Je sais pas qui a son micro d'allumé.
J'ai l'impression que c'est Jean-Marc, t'es Ah, connecté deux fois. Ah, ça y est. Oui, je l'ai coupé de l'autre côté. Ouais, super. Merci Naïma. Excusez-nous. donc, avec ce petit voilà, bug technique, nous on a sur la logistique, en tout cas, nous vous retrouverez tout sur le site internet. Et également, nous allons vous partager un article qu'on a rédigé par rapport aux recommandations formulées par la Haute Autorité de Santé sur justement l'accompagnement en santé mentale des personnes en situation de précarité. Donc, comme on dit, n'hésitez pas à utiliser le QR. Si on a le temps, on prendra peut-être quelques questions, témoignages également. Voilà, donc on vous souhaite un très bon webinaire et je vais laisser donc les premières intervenantes prendre la parole sur la première séquence. Bonjour à tous, je m'appelle Noam Awamer et je suis psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie et je travaille à Villers-Bras. Bonjour, je suis Soumia Léon, cadre supérieur de Pôle. On a coupé votre micro. Est-ce qu'on a entendu ma présentation ou pas? Non? Ok. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Noam Awamer, je suis psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie et je travaille à Villers-Bras. À Villers-Bras. Bonjour, Soumia Léon, je suis cadre supérieur de Pôle. Je travaille avec ma collègue à Villers-Bras, toutes les deux sur le pôle G04 qui prend en charge la ville de Duny, Stein et La Courneuve. On est là aujourd'hui pour présenter un groupe, un atelier que nous avons mis en place toutes les deux en collaboration avec nos collègues. C'est un groupe pour les droits des patients au niveau de notre unité d'hospitalisation à temps plein qui se trouve à Saint-Denis. On va vous présenter tout ça en détail. Juste une petite précision, on va pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser après notre présentation, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Donc là, rapidement, avant de présenter le groupe que nous avons mis en place, qui est relatif aux droits des patients hospitalisés en psychiatrie. Juste là, au début du PowerPoint, vous allez trouver, il sera partagé par la suite, une petite présentation brève de l'hôpital Villers-Bras qui prend en charge une grande partie du 93 et l'autre partie est gérée par l'hôpital Ballanger, bien sûr en termes de psychiatrie. Donc, si vous êtes intéressé pour voir qu'est-ce que nous faisons sur l'hôpital, le nombre de patients, le nombre de lits, vous aurez les premières slides pour ça. Et donc du coup, moi je vais présenter donc l'un de nos projets sur l'hôpital et ça va être celui du groupe droit des patients. Donc dans un premier temps, je vais peut-être vous expliquer les raisons pour lesquelles on a mis en place ce groupe-là. Ensuite, on reviendra rapidement sur les objectifs de ce groupe et enfin on vous présentera l'outil qu'on utilise dans ce temps de groupe et d'échange. Donc pourquoi on a mis ce groupe-là en place? C'était dans l'idée que bon, la psychiatrie, c'est le seul domaine du soin où les personnes peuvent être hospitalisées sans leur consentement. Et nous, dans notre unité d'hospitalisation à temps plein, il y a une grande majorité, enfin un grand nombre de nos patients qui sont hospitalisés sans leur consentement. Et donc du coup, ça soulève des questions
sur les enjeux éthiques et juridiques majeurs, notamment concernant le respect de leurs droits fondamentaux et le droit à l'accès à l'information. Et c'est un temps, il n'y avait pas de temps formel en fait qui existait pour pouvoir échanger et discuter à ce sujet-là. Donc du coup, nos objectifs principaux, c'était d'une part de clarifier le cadre juridique de l'hospitalisation dans le but de les aider à comprendre les bases légales de leur hospitalisation, les différentes modalités d'hospitalisation et le système psychiatrique en général. C'est aussi de les informer sur leurs droits, donc voilà, les aider enfin, leur donner accès à des informations claires et accessibles et reprendre tous leurs droits. Parce que c'est pas parce qu'ils sont hospitalisés qu'ils sont dépourvus de leurs droits. Ensuite, c'est d'expliquer les recours possibles, donc en cas de contestation, en cas de réclamation ou de désaccord, c'est quoi les démarches à suivre, à qui s'adresser, quoi dire, etc. C'est aussi redonner et surtout redonner une place active aux patients à partir du moment où ils comprennent un petit peu mieux dans quoi ils sont et l'organisation de la psychiatrie. Ils ne sont pas des objets de soins, mais des sujets de soins actifs et donc ils s'approprient peut-être mieux leur parcours de soins quand ils le comprennent. Ensuite, et encore une fois, surtout, ça va être de créer un espace de parole et d'échange. Donc, concernant toutes ces questions-là qui peuvent générer de l'inquiétude, des préoccupations. Donc, c'est offrir un espace où on peut en parler. Ils sont compris, écoutés et informés. C'est aussi créer du lien entre eux, avec nous, les soignants. Et aussi, je vous expliquerai un petit peu plus tard le dispositif, mais c'est créer du lien avec des soignants, même en dehors de l'hôpital. Pardon, est-ce que vous avez un PowerPoint qui est supposé être partagé là? Ou pas encore? Oui, Oui, Non, on l'a pas à oui. l'écran. Pardon. Ah, d'accord. Attendez. De toute façon, il y avait Oui, pas grand-chose. ce que vous disiez se suffisait à lui-même, mais je voulais m'assurer que voilà, c'était pas un problème technique. Voilà. fenêtre. Vous nous dites si vous le Là. voyez. Pas Euh, encore. là, On va dire. partager Ah, ça et va venir. donc là Non, on va non, vous là, ce que vous avez partagé, c'est nous. C'est le Zoom. C'est pas le Et PowerPoint. attends, je fais ça. Euh, attends, attendez, hein, 2 petites Oui, pas de secondes. souci. Tac. Alors partager, c'est plutôt ça. c'était dans fenêtre tout à Non, l'heure. ça, je crois. Ça a marché. Hmm. On On va faire l'écran complet, c'est pas grave Ok, et vous switcherez. ouais. Ok. Là, c'est Voilà. bon? Oui. Oui. Donc, on a mis juste quelques slides. On ne les a pas vraiment montrés de l'EPS Villévrard. Et ça, c'est la première slide que ma collègue est en train de présenter. Donc voilà, donc l'un des objectifs, c'était donc de créer un espace de parole et d'échange. Pour finir, c'est d'expliquer le fonctionnement du système psychiatrique et de la sectorisation, parce que c'est un fonctionnement qui est complexe. Donc ça revient un petit peu au premier point sur clarifier le cadre juridique de l'hospitalisation, mais on le souligne parce que ça nous permet aussi de leur apporter des repères pour qu'ils puissent mieux s'orienter et se repérer dans leur parcours de soins et dans l'organisation de la psychiatrie en règle générale. Donc voilà, juste pour expliquer un petit peu le dispositif, on anime ce groupe en trinôme pluridisciplinaire, donc avec moi-même psychologue, cadre et une infirmière du centre médico-psychologique, donc qui assure les soins en ambulatoire, donc en sortie d'hospitalisation ou avant. Voilà, donc là, on va vous présenter rapidement l'outil qu'on utilise dans ce temps de groupe. L'idée, c'est que ce soit pas un outil pour un cours magistral, mais que ce soit vraiment un outil évolutif. Donc, on enlève des choses, on en remet en fonction des échanges et des interactions qu'on a pendant le groupe avec les patients. Et pendant la présentation, c'est qu'on puisse se poser des questions à chacun et que ce soit pas juste une présentation sur qu'est-ce que c'est la psychiatrie. Mais voilà.
Donc du coup, en début de groupe, on se présente et puis ensuite, on présente le lieu dans lequel ils sont. Donc, comme dans toutes les institutions, on a beaucoup d'acronymes, d'abréviations et donc parfois on s'y perd un peu. Et donc, c'est déjà de revenir sur qu'est-ce que c'est que l'UHTP, donc l'unité d'hospitalisation à temps plein. Comment elle s'appelle cette unité, Romain Roland, et dans quoi elle s'inscrit dans l'hôpital public de psychiatrie du 93, Ville-Évrard. Donc, ça permet de les resituer dans l'espace sur mais où est-ce que je suis, parce qu'ils entendent très souvent UHTP, intra-hospitalier, mais ils y donnent pas vraiment sens parce qu'ils savent pas ce que c'est. Voilà. Donc, comme l'a précisé ma collègue et moi au début, notre pôle est celui qui prend en charge les villes de Stein, Dugny et La Courneuve. Donc, les patients habitant dans ces villes sont hospitalisés et pris en charge au pôle G04. L'unité d'hospitalisation se trouve à Saint-Denis. Et avant toute hospitalisation, tout patient arrivant aux urgences bénéficie d'un bilan somatique pour écarter toute autre problématique organique avant d'arriver en hospitalisation. Et donc, du coup, la slide précédente, elle permet justement d'expliquer la sectorisation, à quoi elle sert, est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont hospitalisés à Saint-Denis, est-ce qu'ils savent ce que c'est le pôle G04 de psychiatrie, voilà, c'est de redonner sens. On présente ensuite tous les professionnels qui travaillent sur l'hôpital et personnes avec qui ils peuvent prendre rendez-vous ou à qui s'adresser. Donc, on revient vraiment sur tous les corps de métier qui sont présents. Donc, psychologue, ergothérapeute, éducatrice, diététicienne, podologue, médecin, cadre infirmier, etc., etc. Alors, le parcours patient, en fait, classique, celui qui revient souvent parce que tous les parcours ne se ressemblent pas. Mais en tout cas, le parcours classique, c'est qu'un patient qui présente un besoin de prise en charge de santé mentale arrive aux urgences. Il est accueilli par l'équipe des urgences somatiques, c'est-à-dire les urgences générales, au même titre que tout autre patient. Et à partir de là, si l'urgentiste voit qu'il y a un besoin de prise en charge au niveau de la santé mentale, fait appel à l'équipe des urgences psychiatriques qui est sur place 24 heures sur 24 et qui vient donner un avis psy. Si ça s'avère qu'il y a besoin d'une prise en charge psychiatrique, l'équipe de psychiatrie se met en lien avec le secteur dont relève le patient et pour voir s'il y a besoin d'une hospitalisation, d'une place. S'il n'y a pas besoin d'une hospitalisation, il y a orientation vers le CMP si le patient a déjà un suivi au CMP, centre médico-psychologique, ou sinon, si un entretien suffit, le patient peut repartir à domicile. Donc, s'il y a besoin d'hospitalisation, on se met en lien avec le secteur concerné. Et s'il y a une place, le patient peut rejoindre son secteur. Et après l'hospitalisation, en général, il y a un retour à domicile, mais avec un suivi au centre médico-psychologique pour éviter les ruptures de soins ou les rechutes et pour vraiment étayer la prise en charge. Parce que très souvent, les patients ne comprennent pas, ne donnent pas sens à pourquoi je passe aux urgences avant l'hôpital psychiatrique. Et donc, c'est expliquer le parcours classique. Et ensuite, donc du coup, ça nous permet d'intégrer la notion du CMP, donc qui est présentée en général par notre collègue infirmière du CMP. Donc pareil, on explique ce que c'est un CMP. On commence par expliquer, faire le point sur tous les professionnels qui y travaillent pour justement introduire dès l'entrée la sortie et se dire que c'est une étape dans le parcours de soins, l'hospitalisation, mais que c'est pas une fin en soi et qu'il y a tout un dispositif qui est pensé et réfléchi pour accompagner les personnes même après l'hospitalisation.
Donc voilà, c'est refaire le point sur le fait qu'il y a eu des assistantes sociales, psychologues, infirmiers, médecins, cadres, etc. sur le CMP. Voilà. Les missions du CMP, ce que l'équipe du CMP peut proposer aux patients suivis au centre médico-psychologique, c'est d'abord des consultations médicales ou psychologiques, des entretiens avec le médecin, le psychologue ou les infirmiers. Également des soins infirmiers, souvent c'est des préparations de piluliers, administration de médicaments, que ce soit des pilules ou des injections retard. Aussi, il y a ce qu'on appelle les visites à domicile. C'est l'équipe qui se déplace chez le patient, qui le permet bien sûr, pour faire voir un peu ce qu'on appelle un peu une prise en charge holistique, tout ce qui est autour du patient. Aussi une rencontre avec ses proches, sa famille, s'il y a, pour vraiment optimiser au mieux le soin. Il y a aussi un accompagnement social par l'assistante sociale, un suivi diététique. On a cette chance d'avoir une diététicienne qui vient une fois par mois au CMP, que ce soit celui de Stein ou de la Courneuve. Et c'est vrai, ça permet de suivre tout ce qui est hygiène diététique et puis permettre aux patients un peu de faire attention parce que malheureusement, certains traitements font que les patients ont après derrière l'appétit qui se développe. Donc voilà, elle essaye d'accompagner les patients dans tout ça et dans leur quotidien, dans son quotidien, pardon. Et aussi également des médiations qui peuvent se présenter, comme nous avons dit tout à l'heure, par des groupes, par exemple, que les psychologues proposent aussi également au sein du CMP. Et au niveau du CMP, il y a cet accompagnement-là. Mais pour avoir cet accompagnement, il faut un consentement du patient, puisque au CMP, ils sont en soins libres, sauf pour certains cas où ils sont sous programme de soins. Donc voilà, il faut le consentement du patient pour arriver derrière le but de chacun, que ce soit du patient, de l'équipe ou de la famille, c'est l'autonomisation. Voilà, ce qu'on appelle un peu l'empowerment, le pouvoir d'agir du patient, qu'il puisse prendre en charge complètement. Et donc du coup, à la suite de cette présentation qu'on a essayé de faire assez complète, mais encore une fois c'est interactif pendant le temps de groupe, on va leur poser, donc là la deuxième partie, c'est quoi vos questions concernant vos droits, est-ce que vous en avez ou pas, des questions, pas des droits, et donc on leur propose plusieurs exemples qui sont revenus. Donc, c'est des thématiques qui ont été abordées dans les précédents groupes. Et donc, ça permet d'avoir des petites idées. Donc, parfois, ils rebondissent sur ces thèmes-là. Parfois, ils nous proposent de nouveaux thèmes. Et on a préparé des slides par rapport à des thèmes récurrents. Donc, en général, on répond à l'oral plutôt. Mais quand c'est un thème où on a une slide déjà préparée, eh ben, on l'utilise. Donc du coup, voilà, ça peut être, est-ce que vous savez quels sont vos droits concernant les visites, les cigarettes, la confidentialité, le téléphone, les vols, les pertes, comment on fait, les médicaments, est-ce que je peux être d'accord, enfin, est-ce que je peux être en désaccord par rapport aux médicaments, etc. Donc, c'est vraiment un lieu où ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Nous, on a mis ce nuage de mots si l'échange a du mal à prendre au début et voilà, pouvoir rebondir sur un mot en particulier. Mais sinon, parfois, il y a d'autres choses que le patient lui-même a envie d'aborder qui ne font pas partie forcément de ces thématiques-là. Et après, on part comme ça sur un échange questions-réponses et essayer d'apporter le plus de clarté aux questions de nos usagers. Et peut-être pour donner une idée du type de slide qu'on utilise en fonction des thèmes, on va vous en présenter quelques-unes.
Alors, par exemple, on a le dossier médical, la modalité d'hospitalisation. Souvent, les patients nous demandent pourquoi je suis là, ne savent pas qu'ils sont en hospitalisation, ce qu'on appelle SDRE, par un représentant de l'État, ou SDT, par une tierce. On explique ce que c'est, on donne des mots très voilà, simples, clairs, pour pas qu'il y ait des malentendus ou autres. Aussi, ça peut être en lien avec les risques associés aux soins, les effets indésirables liés aux médicaments. Et ça peut être également des informations sur un changement de traitement. Souvent, voilà, les patients nous disent, je suis même pas au courant qu'on a changé nos traitements. Donc, dans ce cas-là, on les oriente vers les soignants. On leur dit, il faut pas hésiter à demander lors de l'administration des traitements si c'est toujours les mêmes médicaments ou autres. Et puis, nous, on fait aussi un rappel derrière aux équipes de ne pas perdre cette habitude, même si parfois on connaît très bien le patient, qui connaît très bien ses médicaments, de ne pas perdre cette habitude au quotidien, de leur dire voilà, c'est vos médicaments, c'est les mêmes, ça n'a pas changé, ou s'il y a un changement, de l'introduire lors de l'administration de traitement. Ouais. Et donc, du coup, ils ont accès à leur dossier médical et ils ont le droit de savoir sur quelle modalité d'hospitalisation ils sont. Donc, c'est important de leur dire que vous y avez le droit. Là, justement, c'est les différentes modalités d'hospitalisation dont Soumia parlait juste avant. Pareil, c'est des acronymes, des abréviations, donc on s'y perd et comprennent pas très bien ce que c'est. Donc, ça nous permet de reprendre toutes les modalités d'hospitalisation, mais ça nous permet aussi, et souvent, de revenir quand le soin est demandé par un tiers, donc SDT, parce que souvent on entend c'est la famille qui a voulu m'hospitaliser, et donc du coup remettre de l'information, enfin leur redonner de l'information et du sens en leur disant que c'est pas la famille qui hospitalise, c'est la famille qui peut s'inquiéter ou alerter, mais c'est pas eux qui hospitalisent les personnes, c'est le médecin aux urgences qui décide s'il y a une nécessité d'hospitalisation ou pas. Donc ça permet aussi parfois d'apaiser, ça suffit en général pas, mais en tout cas ça permet d'apaiser un petit peu les tensions quand il y en a intrafamiliales, etc. Et parfois, on va même plus loin, on leur dit le médecin décide, mais au cours de l'hospitalisation, il y a une rencontre avec le juge qui, lui, voit s'il y a nécessité, si c'est justifié ou pas le fait que le patient soit hospitalisé. Et parfois, le juge peut lever une hospitalisation. Donc, derrière, une motivation médicale pour maintenir ou pas. Donc, voilà, on essaie vraiment d'être les plus transparents possibles. Comme nous, on le dit souvent pendant l'atelier, vous avez le droit de contester, vous avez le droit d'écrire au juge, vous avez le droit de dire au médecin que vous n'êtes pas d'accord. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas une seule personne qui prend la décision seule sans contrôle derrière. Et Ah, pardon. comme tu veux. Vas-y, vas-y. C'est aussi rappeler donc le droit à la confidentialité, ce que c'est le secret médical professionnel, et surtout ce que c'est le secret professionnel partagé, que voilà, leurs informations n'ont pas le droit de sortir du cadre des soignants qui les prennent en charge, mais qu'entre soignants, on peut se partager certaines informations et revenir sur ces questions-là de droit fondamental, de confidentialité. Aussi, on fait normalement quand le patient arrive en hospitalisation, nous lui donnons ce que nous appelons le livret d'accueil, où il y a tout ce qu'on a présenté aujourd'hui. Et on a démarré de ce livret d'accueil pour simplifier les choses et les présenter comme ça en slide. Et effectivement, que ce soit dans le livret d'accueil, ce qu'on répète souvent oralement ou pendant cet atelier-là, ce groupe-là, on dit aux patients qu'il y a le droit de protection de leurs biens.
et on leur explique tout simplement que lorsqu'il y a un vol ou une perte, qu'ils peuvent faire une réclamation, qu'ils peuvent envoyer directement à la directrice de l'hôpital, vu qu'on a une directrice, donc au directeur ou directrice de l'hôpital. Et s'il y a besoin, il peut être accompagné par la cadre de santé ou par les soignants pour rédiger cette lettre-là. Et effectivement, nous avons eu pas mal de situations similaires où nous avons accompagné le patient pour rédiger des réclamations. Et derrière, le comité des usagers répond toujours. Et puis, il y a une procédure qui se met en place pour voir quelle solution peut apporter. On leur explique également ce que c'est qu'une tutelle, une curatelle. Simple Excusez-moi, Oui. désolée. Avant que vous entrez sur ce sujet tutelle curatelle, juste pour vous indiquer qu'il vous reste très peu de temps et on a quelques questions. D'accord. Bah, de toute Donc, façon, une on ou se deux suit minutes pour en... conclure. Ok. Désolée. Donc, ce que c'est qu'une tutelle curatelle, qu'ils ont le droit à une tutelle curatelle avocat. Et puis après, bon, voilà, on va peut-être finir sur ça parce que après, bon, mais l'idée c'est aussi de reprendre les démarches, les différentes démarches pour les réclamations. Donc on leur explique ce que c'est que le contrôleur général des lieux de privation de liberté, comment le saisir, c'est quoi la commission des usagers, qui contacter, le directeur de l'hôpital et le juge des libertés et de la détention. Donc voilà, quelles sont les démarches si en fonction de avec ce avec quoi je suis pas d'accord ou je conteste, vers qui m'orienter et qu'on rappelle toujours que c'est les infirmiers ou aides-soignants à qui s'adresser pour toute demande. Voilà. Après, on finit souvent en leur disant qu'il y a d'autres droits également, comme ne pas avoir une personne de confiance, le droit de vote, la prise en charge de la douleur. Voilà. Voilà, le droit à la dignité. Et puis, on termine sur on les oriente vers un site, donc le psychom.org, qui est super bien fait, qui est assez instinctif et qui reprend toutes les informations qu'on leur donne et qu'on vous donne aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà. On a terminé. Merci beaucoup pour cette présentation. Et on a quelques questions. Tu veux les poser, Marie? Oui, tout à fait. On a quatre questions, là, plus qui sont apparues à l'instant. Donc, plusieurs questions dans le chat. Une notamment qui porte sur les CMP et sur les délais, en tout cas, vous, là où vous êtes. J'imagine que vous ne connaissez pas tous les délais du CMP, mais dans certains territoires, les délais sont très longs, on le sait toutes et tous. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la situation peut être différente si l'orientation est faite par l'hôpital, donc à la suite d'une sortie d'hospitalisation? Est-ce que du coup, la prise en charge peut être plus rapide que lorsque, j'imagine, on s'adresse nous-mêmes directement au CMP? Ouais. Alors, je vais vous répondre par rapport à ça. C'est vrai que ça dépend des CMP. Nous avons deux CMP, un à La Courneuve et à Astin, et le délai n'est pas le même, mais ça reste quand même similaire. Effectivement, quand le patient sort d'une hospitalisation, le but, c'est qu'il y ait une accroche, qu'il n'y ait pas une rupture de suivi et derrière une rechute rapide. Donc, quand il y a une sortie d'hospitalisation, on priorise, en tout cas, moi, je parle au niveau du CMP du pôle G04. On priorise le fait de donner un rendez-vous rapide. Après, il y a quand le patient vient par lui-même. Nous, ce que nous avons mis en place sur les deux CMP du pôle G04, c'est dès lors qu'un nouveau patient arrive au CMP, il y a un entretien infirmier. Il y a un entretien infirmier pour évaluer le besoin. Est-ce que c'est urgent ou pas? Si c'est urgent, c'est-à-dire, voilà, on voit derrière qu'il y a un délire ou que la personne peut se mettre en danger ou mettre les autres en danger, on l'oriente vers les urgences.
Si le besoin est urgent mais relatif, parce qu'on reste quand même en psychiatrie, si c'est voilà, on voit que le patient a besoin de voir quelqu'un tout de suite, mais on n'a pas de médecin disponible, on en parle au staff du jeudi, et là le médecin donne un rendez-vous rapide. Et puis, si c'est un premier contact pour un suivi, mais qu'il n'y a pas d'urgence d'évaluer, il y a un rendez-vous normalement. Actuellement, les délais sont de 3 semaines Pour un médecin? pour un premier contact. Oui. Pour un premier contact, pour un médecin instant. Ah oui, à Ouais. la Courneuve, on est À la plus pour Courneuve. 2 mois, hein. Et à la Courneuve, 2 mois. Et pour les rendez-vous psycho, oui, le temps est beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup plus rapide en sortant d'hospitalisation que pour des nouvelles demandes. Il y a une file d'attente de au moins 4 mois à 5 mois, alors que les patients qui sortent d'hospitalisation, on les reçoit après leur hospitalisation au CMP. Merci beaucoup. On a quelques questions sur le fonctionnement, la fréquence du groupe, donc la fréquence des groupes que vous avez organisés, avec combien de patients, en fait, combien de patients vous accueillez dans le cadre de ces groupes-là. Est-ce qu'ils peuvent finalement aborder assez librement et devant le reste du groupe leur modalité d'hospitalisation? Comment est-ce que vous conjuguez en fait la confidentialité dans ces espaces-là avec ces groupes de parole? Le groupe, alors, il y avait une fréquence de bi-hebdomadaire, bimensuelle. Oui, ouais. Donc, c'était une fois toutes les 2 semaines. On a un petit peu élargi. On fait maintenant une fois toutes les 3 semaines. Le groupe dure 1 heure et on invite tous les patients du service individuellement avant le groupe. Donc, dans la matinée, on va dans leur chambre à chacun en leur proposant de participer à ce groupe-là. C'est un groupe qui n'est pas obligatoire, mais on le propose à l'ensemble des patients hospitalisés. Et au niveau de Combien de patients? Ah oui, combien? Bah, en moyenne, je sais pas, c'est Une peut-être dizaine. ouais, une dizaine, sachant qu'on a 20 lits en hospitalisation. Donc, on a à peu près une dizaine de patients et on a un peu élargi le délai parce que justement, c'est des patients qui peuvent rester un petit peu enfin, qui peuvent relativement longtemps en hospitalisation. Donc, toutes les 2 semaines, ça faisait un petit peu redondant. On s'est calqué en fait sur la durée moyenne du séjour. Voilà. Et pour la confidentialité, les personnes, enfin, on dit aux personnes que c'est pas un groupe de parole, mais s'ils souhaitent donner comme exemple leur vécu, ils peuvent. Mais si c'est vraiment trop, comment dire, trop détaillé, on leur dit qu'on les recevra en individuel et qu'à ce moment-là, on pourra leur répondre de façon plus individualisée. Mais nous, on n'a jamais donné d'informations les concernant, bien sûr. Et sur plus d'un point de vue pratique, combien de temps il vous a fallu finalement pour créer ce groupe? Enfin, qui a participé à sa création? Comment vous avez pu lancer cette initiative? Alors, il nous a fallu à peu près 9 mois pour vraiment le mettre en place. Et comment c'est parti, sincèrement, c'était, enfin, c'est quelque chose qui était une demande qui émanait du patient. Euh, Plusieurs fois, ce que je disais à ma collègue, je croisais certains patients qui me demandaient en fait des informations, des choses basiques par rapport au mode d'hospitalisation et autres. Et les réponses, elles étaient très brèves parce qu'on est pris par pas mal de choses. Et je leur disais, si quand je finis, je reviendrai vers vous pour vous donner plus de détails et autres. Et en fait, c'est là où l'idée est partie. En fait, on prenait pas ce temps-là pour s'asseoir ensemble à plusieurs et réfléchir ensemble tout simplement. Parce que parfois, ça peut être une question qui vient d'un patient qui est nourri par un autre. Et puis, ça fait un échange et ça démystifie pas mal de choses de la part des patients. Donc, voilà comment c'est parti la création ou la mise en place de ce groupe-là.
Super. Alors, malheureusement, je vais pas pouvoir prendre toutes les autres questions. Ce qu'on va vous proposer, si vous pouvez, toutes les deux, avant de partir, répondre peut-être directement dans le chat sur certaines questions. Il y a notamment une question sur la question du public accueilli en bidonville. Et on a des questions aussi sur le lien avec les CHRS qui va nous faire une très bonne transition avec la séquence suivante. Donc, je vais laisser Charline faire le lien justement avec la façon dont vous pouvez partager en fait ces informations-là avec le secteur social et notamment les CHRS. Et je suis désolée pour les autres questions. Voilà, on vous laisse peut-être si vous pouvez aller sur les questions-réponses et voir répondre aussi à ces questions-là. Merci infiniment à toutes les deux. En tout cas, Merci à vous. je te laisse la main. Merci beaucoup sur cette intervention très claire et sur les modalités justement au sein d'un hôpital psychiatrique. Et là, pour faire le lien avec donc le secteur plutôt social et notamment de l'accueil, de l'hébergement, de l'insertion et du logement, on a le plaisir d'avoir Laurent Galantini, qui est chef de service à l'association Arelia, et que je laisse se présenter. Et, du coup, vraiment d'avoir comment ces pratiques-là, justement, quels sont les leviers qui sont mobilisés par les équipes sociales et ce qui est très intéressant à Arelia, comment ils ont pu mobiliser aussi leur comité éthique. Bonjour, comme Charline vous l'a indiqué, je suis chef de service dans le pôle accueil, hébergement, insertion de l'association Arelia, qui œuvre essentiellement dans le sud de la Meurthe-et-Moselle, mais également pour quelques services d'insertion pro sur la Moselle, sur le territoire de Metz. Nous sommes une association à caractère uniquement social, c'est-à-dire pas de service médico-social, pas de service sanitaire, financement très majoritaire par la dette et aucun financement par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Nos services d'hébergement, deux grands types, un type qu'on appelle droit commun, avec de l'hébergement d'urgence de première intention via le 115, de l'hébergement d'urgence de seconde intention via le SIAO, service de stabilisation également, et puis service classique, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, avec des places en tout collectif et des places en hébergement diffus, c'est-à-dire des appartements lambda que l'association loue à des propriétaires, soit du public, soit des propriétaires privés en ville, et dans lequel nous hébergeons les gens les plus proches du logement autonome. Nous avons également une pension de famille sur le territoire Terre de Lorraine, et puis quelques services autour de l'hébergement, autour du logement qui se font sans hébergement, la VDL, la SSH, et puis un service de soutien à la parentalité. Donc, notre association accueille grosso modo 650 personnes par nuit, des personnes qui sont vulnérables, fragiles, qui sont bien sûr toutes, c'est la condition d'entrée dans le pôle AHI, en rupture d'hébergement, et pour une grande part d'entre eux, avec des liens sociaux très, très réduits, voire inexistants. Les personnes que nous accueillons présentent d'année en année de plus en plus de problèmes de santé physique, de santé psychique et d'addiction. Des addictions avec ou sans prise en charge médico-sociale adaptée. Voilà. Vous l'avez compris, chez nous, la première question qui se pose n'est pas la question de la personne de confiance, mais plutôt la question de la personne à prévenir. Nous sommes encore en mode dossier social papier et nous avons évidemment un item, personne à prévenir. C'est une des questions, des premières questions que nous posons à l'accueil des personnes sans avoir de réponse immédiate, bien entendu, la plupart du temps, mais également sans avoir malheureusement de réponse différée pour les raisons que je viens de citer auparavant. Alors, nous avons travaillé ces questions dans le cadre de notre comité éthique. Pourquoi? Parce que à cause de la pauvreté des liens sociaux, justement, des gens que nous accueillons, nous avions constaté que les personnes hébergées avaient une propension à désigner leur travailleur social référent
comme personne à prévenir, voire même lors d'un événement de santé qui occasionnait une hospitalisation, une consultation, un examen en ambulatoire, en personne de confiance. L'année dernière, notre comité éthique s'est positionné en défaveur euh, du fait que les travailleurs sociaux référents puissent assumer le rôle à la fois de personnes de confiance et de personnes à prévenir. Pourquoi? Déjà par la lourdeur et la nécessité de connaître les mécanismes. Comme je vous l'ai déjà dit, nous n'avons pas du tout de personnel médico-social et ou sanitaire. Donc, les IRTS forment de manière très, très incomplète les travailleurs sociaux à ces questions de la personne de confiance, hein, puisqu'il n'y a pas de formation de l'ordre du sanitaire. Et nous avons rédigé une note que nous avons cherché à rendre la plus claire possible, à destination à la fois des travailleurs sociaux accompagnants, mais également des personnes que nous accueillons, pour leur décrire, préciser les rôles, les différents rôles de la personne à prévenir et de la personne de confiance. Voilà. Nous abordons également régulièrement ces questions dans nos réunions de conseil de vie sociale, hein, qui sont installées sur nos différents sites depuis plusieurs années maintenant. Et on aborde enfin ces questions dans le cadre des réunions d'expression des personnes accueillies que nous organisons également régulièrement au sein de nos différents sites d'hébergement. On utilise également en support certains outils de la loi 2022, tels que le livret d'accueil et la charte des droits et libertés de la personne accueillie pour aborder ce type de questions. Voilà, donc maintenant je passe à la remontée de terrain pure et dure en vous donnant trois petits exemples. Nous avons accueilli sur notre CHRS, à la sortie d'un service de soins de suite et de rééducation, une personne qui avait 63 ans, bénéficiaire du RSA et dont l'état de santé nécessitait une admission en EHPAD. Cette personne était extrêmement isolée socialement, pas de famille, une vie de couple qui s'était terminée par un divorce et une rupture totale des contacts avec son ex-épouse. Et donc, à l'époque, j'ai proposé qu'il me désigne, moi, en tant que chef de service, comme une personne à prévenir et également, dans le cadre de ces hospitalisations itératives, comme personne de confiance. 3 ans plus tard, 3 ans plus tard, je suis toujours régulièrement soit appelé, soit je reçois des mails de l'EHPAD dans lequel il est hébergé maintenant. Donc voilà, je voulais souligner cette temporalité parce que depuis 3 ans, il y a son travailleur social référent de l'époque a changé d'établissement, a même changé de région, hein, d'où notre avis au comité éthique de ne pas autoriser les travailleurs sociaux référents à s'auto-désigner ou à être désignés personne à prévenir et personne de confiance. Aujourd'hui, la situation se règle progressivement puisque cette personne a atteint l'âge de la retraite et il a accepté également une mesure de protection. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui passés via son tuteur par l'arrêt de ma désignation en tant que personne de confiance. Je voulais vous donner un deuxième exemple aussi. En fin d'année 2025, dans notre service de stabilisation, nous avons malheureusement eu un décès suite à une overdose. Cette personne était une personne qui sortait d'une très longue peine d'incarcération. Nous savions
qu'il avait notamment une sœur qui n'était pas du tout dans notre région Grand Est, avec laquelle il avait quelques contacts. Mais lorsque nous lui avions posé la question, il avait clairement signifié qu'il ne souhaitait pas qu'elle soit ni personne à prévenir, ni désignée comme personne de confiance. Voilà. Donc, ben, malheureusement, au décès de cette personne, je n'ai pas pu contacter sa famille pour les en informer. Et cette information s'est faite presque par hasard, puisque quelques semaines plus tard, la sœur a téléphoné à notre permanence éducative, et c'est là que j'ai pu seulement lui annoncer les nouvelles malheureuses de son frère. Voilà. Et puis, comme tout n'est pas noir, je vais vous ajouter un troisième exemple qui a eu lieu la semaine dernière, avec également un problème urgent de santé de la part d'un- d'une personne qui est accueillie sur notre CHRS et qui a nécessité l'intervention du SAMU et une hospitalisation en service de réanimation initiale. Cette personne avait désigné ses parents, personne à prévenir. Voilà. Donc, nous avons pu, le jour même, communiquer les événements à la famille de la personne. Et nous avons pu, dans un deuxième temps, transmettre au personnel sanitaire de l'hôpital de Nancy les coordonnées pour qu'ils puissent également régler éventuellement la question de la personne de confiance. Voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour ce témoignage et ce retour d'expérience. Également, vraiment, cette différence, en tout cas, ces deux outils qui sont donc, la personne à prévenir et la personne de confiance. Il y a une première question un peu donc par rapport à la note dont tu as parlé. Est-ce qu'elle est communicable? En tout cas, est-ce qu'on peut la partager ou c'est de Oui, l'interne? oui, tu peux la partager, je te l'ai déjà envoyée, hein. Oui, ouais. Je vais voir si je peux la mettre en lien Oui, cliquable ou en tout cas, elle sera avec les autres documents sur notre chaîne YouTube de toute manière. Sinon, je sais pas si. Par rapport aux réunions d'expression, c'est quelle forme elles prennent? alors, les réunions d'expression, elles sont décidées et discutées en amont avec les personnes élues du Conseil de la vie sociale. Et puis, bah, pour vous donner un exemple de la dernière réunion d'expression qui a eu lieu en fin d'année 2025, nous avions décidé avec les élus d'aborder trois thèmes sur cette réunion et nous avons organisé trois tables rondes avec les travailleurs sociaux qui étaient présents. Euh, on a organisé une table ronde sur l'estime de soi, une deuxième table ronde sur les activités collectives que nous proposions et que les personnes souhaitaient se voir proposer. Et enfin, une troisième table ronde sur la santé au sens large du terme. Je peux vous parler plus précisément de cette troisième table ronde parce que c'est moi qui l'ai animée. On a cherché à faire le bilan des actions santé qui étaient en place et de voir si la communication était effective. Et en fait, l'extrême majorité des personnes qui sont accueillies sur notre site connaissaient parfaitement l'ensemble des actions santé qui sont proposées, hormis quelques personnes ben, qui venaient d'arriver hein, et qui étaient en hébergement depuis 2 semaines, 3 semaines, et avec qui on n'avait pas encore fait le tour de toutes les possibilités, toutes les possibilités d'accès aux problématiques santé.
Alors, est ressorti de cette table ronde santé une demande à plusieurs reprises. Les personnes accueillies étaient demandeurs d'une prise en charge plus importante de l'addiction par rapport à l'alcool. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Il y a aussi une question par rapport aux mandataires judiciaires. Est-ce que les mandataires sont automatiquement les personnes de confiance des Pas du personnes? tout. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je pense qu'au moment du décès, le mandat s'éteint automatiquement. D'accord, merci. Après, je pense que la désignation de la personne de confiance dépend également de la nature du mandat, hein. Curatelle simple, curatelle renforcée et tutelle. Aussi par rapport au comité d'éthique, quand on avait donc préparé cette rencontre, tu avais pu évoquer pardon, en tout cas des liens avec le dispositif d'appui et de coordination, donc le DAC du département. Alors, notre comité éthique est actuellement en reconstruction et en développement, lié aussi au turnover du personnel et parfois également des bénévoles. Et je sais que dans le cadre du DAC 54, il existe un comité éthique. Donc, le propre des comités éthiques, c'est également de se mettre en lien et de travailler en collaboration avec les comités éthiques des autres instances, hein, pour avoir un certain recul euh, et, et pouvoir avoir un positionnement qui n'est pas ancré sur le terrain, mais véritablement éthique. Donc, nous tentons actuellement de remettre en place ces liens. D'accord. Parce que du coup, c'est quoi l'intérêt d'avoir le lien avec le DAC? L'intérêt, pardon, c'est comme je l'ai dit que nous sommes une association purement sociale, hein, et la question des directives anticipées, la question de la personne de confiance intéresse évidemment en premier lieu le secteur sanitaire, et du coup nous avons des contacts plus étroits avec le secteur sanitaire par l'intermédiaire du DAC. Oui. Alors, je cherche, il y avait une question justement tout à l'heure, et je sais pas si tu avais des éléments à apporter justement. C'était par rapport donc au suivi des patients donc en CHRS lors du coup des accompagnements par l'hôpital psychiatrique. Je sais pas si tu as un retour d'expérience ou, Alors, dans nos dispositifs d'hébergement, il n'est pas rare que nous accueillions des personnes en sortie d'hospitalisation depuis le secteur psy, hein. Et donc, dans ces cas-là, ben, c'est une demande qui arrive via le SIAO, qui est très, très généralement formulée par l'assistante sociale du service. Et avec ma coordinatrice, nous organisons systématiquement un entretien de préadmission. Alors, entretien de préadmission avec la personne accueillie, évidemment. Elle est accompagnée systématiquement par l'assistante sociale, mais même parfois, il nous est arrivé que la personne que nous allions accueillir soit accompagnée par un interne en psychiatrie ou par une infirmière psychiatrique du service, ce qui permet de nouer des liens sérieux et efficaces. Merci beaucoup, Laurent. Il y a une petite dernière question, en attendant que Stéphane et Eric se connectent par rapport au comité d'éthique, justement. C'est quoi l'origine de sa création au niveau de l'asso? J'ai pas une antériorité assez importante pour pouvoir répondre, malheureusement. Ah, d'accord. Il est composé uniquement d'administrateurs, d'administratrices de l'asso ou pas forcément
Il est composé également de salariés permanents. Il est composé parfois de membres extérieurs que nous autorisons à inviter en fonction de la problématique qui est étudiée. Et en fait partie également le psychologue de l'association, puisque notre association a la chance d'avoir en salarié direct un psychologue pour l'AHI. Merci beaucoup. Bah, il y a une petite question encore qui vient d'arriver. Donc, est-il imposé que la personne vienne avec son AS, donc assistante sociale ou travailleur social pour la préadmission? Pas du tout. Non. C'est vraiment sur le libre choix de la personne. La proposition est faite, mais la personne peut tout à fait venir seule. Est-ce que les personnes hébergées peuvent participer au comité éthique pour donner un avis? Alors, c'est une question qui est à l'étude et la réponse future sera très probablement oui. Bah, justement, par rapport donc, au rôle du psychologue, quel est son rôle dans l'association et est-ce qu'il est seul? Alors, le psychologue dans l'association, il est seul, mais il travaille évidemment en réseau avec d'autres psychologues. Il travaille également très en collaboration avec les services de santé et psy, hein. Et ben, son rôle, c'est d'apporter un soutien, de faire le lien bien souvent avec les services sanitaires, mais c'est également dans le respect, évidemment, du secret professionnel, d'éclairer les accompagnements des personnes. Un énorme merci en tout cas Laurent pour cette intervention qui permet vraiment de justement d'avoir des précisions et de voir comment au niveau du secteur social, en tout cas des équipes sociales et médico-sociales, on peut s'emparer justement de cette thématique et des leviers pour assurer donc un accompagnement digne des personnes, en tout cas concernées par la précarité et la santé mentale, mais également les addictions comme tu l'as souligné. Donc on attend encore nos derniers intervenants. Je ne sais pas si un peu en prévision, Jean-Marc, tu as des questions à Laurent pour faire venir nos derniers intervenants. Oui, non, pardon, merci Laurent pour ton intervention très claire, clean, et comment tu nous as bien démontré comment les droits des usagers pouvaient être garantis dans l'association où tu exerces. Je trouve en même temps que dans ce cadre-là, le fait que la question soit posée, que des représentants d'usagers ou qu'il y ait un usager dans le comité d'éthique me semble particulièrement pertinent. Ce qui Complètement. montre que entre l'intention et le droit effectif, on peut y passer et que ce n'est pas uniquement un vœu pieux. Par contre, il faut bien une volonté politique de l'association pour que cela puisse se mettre en place. Et au sein de notre GAN Santé, j'aimerais bien que ultérieurement tu puisses nous en informer, pas à chaque fois, parce que je ne sais pas comment ça va avancer, mais peut-être une fois par an, même si je ne serai plus dans ce groupe, aux collègues, les informer de l'évolution de la présence d'un usager à l'intérieur du comité d'éthique. Alors, c'est- oui. non seulement à l'intérieur du comité d'éthique, Jean-Marc, mais jusqu'au niveau du conseil Oui, d'administration, hein. c'est là où je voulais en venir après. Quand tu parlais d'intentionnalité politique, elle est là. Voilà, c'est que les comités, c'est bien, et je pense en même temps que progressivement, alors ça c'est un vœu, mais je ne sais pas si c'est bien exercé partout, réalisé partout, par contre, c'est la représentation des usagers dans les différentes instances des organisations des associations. C'est la question que j'aurais voulu poser à nos amis de Villévrard, ce qu'on avait dit déjà un petit peu en préparation, c'est de savoir si au sein du conseil d'administration de l'établissement public de santé de Villévrard siégeaient des représentants d'usagers, soit en direct, soit via les associations d'usagers. Et je dis bien associations d'usagers et pas uniquement, comme c'est le cas de temps en temps, l'UNAFAM, qui est une association de famille. Moi, je parle d'association d'usagers. Alors, je n'écarte pas l'UNAFAM, loin s'en faut, parce que je les connais bien et on les connaît bien à la face,
mais il ne faut pas confondre entre les familles et les usagers eux-mêmes. Voilà ce que la question que j'aurais eu à poser. Et puis pour toi, Laurent, écoute, à bientôt au prochain GAN. C'est ça. Et puis merci pour tout ce que tu nous as énoncé ce matin et toute la pertinence de tes propos et en même temps la passion que tu mets à nous expliquer des choses qui peuvent être complexes à mettre en place. Mais quand on t'entend, on a l'impression que c'est simple. Mais si on y regarde à deux fois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, entre l'intention et la mise en place, parfois il faut plusieurs mois quand ce n'est pas des années, parce que avant tout, il faut arriver à convaincre nos partenaires, il faut convaincre les salariés, il faut convaincre les instances du bien fondé de mettre en place de telles commissions. Alors, Laurent, je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci énormément pour ce deuxième temps. Juste pour préciser, mais Jean-Marc pourra se représenter lors de la conclusion. Jean-Marc Antoine est le coprésident du groupe d'appui national, qui est une instance au sein de la FAS où on réunit donc nos adhérents sur des différentes régions et des collègues également des FAS régionales. Merci énormément. Donc pour finir sur cette rencontre, nous allons passer à la troisième séquence par rapport du coup aux directives anticipées, mais en prenant un exemple, mais en tout cas l'expérience d'un autre acteur social qui est du coup les enfants et l'association des enfants du Canal. Et je remercie du coup Stéphane et Eric qui viennent de se connecter. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Bonjour. Bonjour. Alors moi, c'est Eric, je suis travailleur social aux Enfants du Canal sur un centre d'hébergement qui est situé dans le 5e arrondissement et aussi sur le dispositif BBLR Bye Bye la rue. Alors désolé, on se connecte vraiment au dernier moment, mais on n'était pas libre, on avait prévenu Charlie. Bonjour, moi je suis Stéphane et je suis médiateur santé sur le dispositif BBLR et aussi sur l'hébergement d'un CHS qui est dans le 5e arrondissement tenu par les Enfants du Canal. Le dispositif BBLR, c'est un dispositif logement d'abord qui est expérimental, soutenu par la ville de Paris sur 15 places. Est-ce que juste vous pouvez préciser ce que c'est le CHS le niveau du sigle? Centre d'hébergement de stabilisation en cœur. Ah, merci beaucoup. Donc nous, on a prévu pour cette dernière séquence de le faire en mode discussion. Donc en tout cas, n'hésitez pas de poser vos questions comme d'habitude via le QR. On les prendra à la fin pour les proposer après à Stéphane et Eric. Donc déjà, est-ce que vous pouvez présenter un peu les actions justement du CHS, en tout cas l'accompagnement que vous y faites? J'y vais, tu vas? Oui, vas-y. Donc, nous, on travaille sur le principe du rétablissement. Espoir, soutien, plaidoyer, empowerment, pouvoir d'agir et responsabilisation. Et donc, on travaille souvent en binôme dans la multiréférence, particulièrement sur le dispositif BBLR, puisque les gens habitent dans des appartements, des logements sociaux. On va les accompagner dans le logement. Et du coup, on se sert de cette expérimentation pour mettre du rétablissement dans l'accompagnement au niveau hébergement. Voilà. Et du coup, les personnes que vous accompagnez sont plutôt du coup des personnes en situation de grande précarité, isolées, c'est bien ça? Oui. Et qui ont besoin vraiment d'un soutien, d'accompagnement et qui sont généralement de grande précarité, qui sont très très éloignés du logement. Alors, au niveau de Bye Bye la rue, évidemment, tout le monde vient de la rue, puisque c'est de la rue au logement. Et au niveau hébergement, c'est la même chose. Tout le monde a une expérience de rue, avec des problématiques de santé très fortes, des problèmes d'addiction, et souvent des problèmes aussi qui sont liés à des parcours psychiatriques. Donc, des accompagnements très forts. Oui. Psychiatriques et neurologiques aussi. Et aussi avec des particularités, oui, vu le niveau de consommation, ça débouche sur des problématiques neurologiques, oui.
D'accord, merci beaucoup. Donc là aussi, on comprend sur la présentation que vous êtes une équipe pluridisciplinaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le rôle du travailleur social et le rôle du médiateur en santé dans votre structure? Alors, dans la structure, en effet, il y a plusieurs travailleurs sociaux. Du coup, Trois. je vais laisser répondre On est 3 travailleurs Eric. sociaux. Il y a aussi un père aidant et un médiateur santé. Vous connaissez Stéphane. Nous, c'est plutôt le côté administratif. On accompagne plus sur le côté administratif. Accès au droit. Oui, accès au droit, tous les. Voilà. Par contre, Et du coup, avec le médiateur santé et moi-même, on fait plus de l'accompagnement de proximité, de la coordination de soins. Quand les personnes arrivent, souvent, ça fait très longtemps qu'elles n'ont pas consulté, donc trouver un médecin traitant, ça c'est la première des choses, et puis reprendre le parcours de soins chez les spécialistes. Si la personne est d'accord, peut-être une cure, si c'est possible, trouver la cure, trouver la post-cure, faire un suivi après la post-cure avec souvent, alors c'est pas forcément l'attente, mais avec des parcours en dents de scie, puisque dès la sortie de post-cure, il peut y avoir voilà, une remise à la consommation immédiate parfois. Donc on recommence à zéro, ou presque. Et voilà, et on retrouve encore une autre cure. Voilà, ça dépend. Donc, mais c'est surtout de l'accompagnement en proximité. D'accord. Et justement, quand vous abordez du coup par rapport donc à la santé des personnes et de leur parcours, comment vous abordez justement les droits des personnes, comme ce qu'on a parlé de ce matin, donc la personne de confiance, les directives anticipées? Alors, en fait, nous, on prend toujours le temps de créer, on appelle ça une alliance. Donc, on n'aborde pas forcément des questions. La santé, c'est très intime, c'est très confidentiel. Donc, en général, on attend que l'alliance se fasse. Et là, on commence à rentrer dans les détails par rapport, forcément, s'il y a une hospitalisation prévue parce que l'état de santé ne le nécessite, eh bien, on va rentrer sur ces points-là, la personne de confiance, les directives. La personne Bien à sûr. prévenir. Et c'est vraiment le seul moment où on peut en parler. Reprendre contact parfois avec la famille ou peut-être des amis proches. En tout cas, créer des liens avec, en dehors de l'accompagnement, créer des liens avec la famille. Souvent, c'est possible de remédier. On peut tout à fait créer des rencontres au sein de l'hébergement, par exemple. Des personnes qui ont été à l'hôpital, par exemple, quand elles sortent, elles ont repris contact avec une sœur, un frère, parfois des parents. Et du coup, on peut recréer des rencontres médiées comme ça où, au départ, on est là pour donner la parole à chacun et après, on sort de la pièce et voilà, il y a le rapprochement qui se fait. Et du coup, par rapport aux directives anticipées, c'est à tous les âges que vous le faites passer? À vrai dire, c'est pas une pratique. Ça fait pas partie de nos pratiques. Bah oui. Justement, c'est pour ça qu'on est Voilà, là. c'est une réalité aussi. C'est très difficile d'en parler déjà, puis il faut qu'on puisse connaître la personne depuis un certain temps pour pouvoir installer tout au moins une confiance avec les travailleurs sociaux. Et à vrai dire, même on n'en parle pas, hein, généralement on n'en parle pas, sauf quand il y a une hospitalisation, parce que là maintenant ils fournissent un formulaire où il faut prévenir personne de confiance, personne à prévenir, où il y a tout un questionnaire. Là, c'est vraiment l'occasion d'en parler. Sinon, non, c'est pas dans nos pratiques. Alors nous, avec le travail au pair, on en parle quand même assez avec un certain nombre de personnes, d'une manière assez confidentielle d'ailleurs. Et c'est un peu comme l'espace santé, hein, c'est tout ce qui reste
autour de la santé reste quand même assez confidentiel. D'ailleurs, c'est le secret partagé. Les personnes peuvent nous confier des choses où ils nous disent de ne pas forcément en parler en réunion d'équipe. Donc ça fait partie aussi de la multiréférence. Mais les questions de directives anticipées par rapport à des personnes qui vont devoir avoir une hospitalisation, une opération assez grave, par exemple, forcément, évidemment, on en parle, oui. Donc là, c'est pas... Par exemple, nous, on a des personnes qui ont des animaux. On reçoit des personnes qui ont des chiens, des chats. Et par exemple, la question qui se pose pour aller en cure, c'est qu'est-ce que je fais de mon animal? Ça peut être un frein justement au fait de vouloir, et encore plus par rapport à une opération grave, par exemple. Donc, ne serait-ce que ça, par exemple, qu'est-ce que je fais du chien si jamais il y a un problème pendant l'opération que je peux pas revenir, qu'est-ce qui va devenir? Ça, c'est des choses qui rentrent dans les conversations très souvent. Donc là, c'est par rapport, donc c'est de manière générale sur les directives anticipées, ou est-ce que du coup, est-ce que vous voyez des particularités quand c'est des directives anticipées par rapport à une hospitalisation psychiatrique? Alors là, on a un outil qui s'appelle le GPS qu'on utilise dans ce genre de cas et aussi le plan de crise. Nous, dans nos émergés, dans nos accompagnements, on n'est pas comme un chez soi d'abord où les problématiques psychiatriques sont assez fortes. Nous, c'est plutôt des problèmes d'addiction. On a quand même assez peu de gens qui vont en hôpital psychiatrique. Mais dernièrement, on en a eu un, par exemple, qui a été carrément hospitalisé de force. Mais là, sous contrainte, et c'est son frère qui a fait la démarche en lien avec nous. Il venait justement de sortir de post-cure et voilà, il était vraiment, sa vie était carrément menacée. Donc, on le connaissait pas suffisamment puisqu'il était rentré en cure juste au début de notre accompagnement. Et on n'avait pas pris la mesure de l'aspect psychiatrique de ces problématiques. Mais justement, là, aujourd'hui, il est ressorti, il va un peu mieux, et là, on va faire ce qu'on appelle le plan de crise avec lui. C'est-à-dire, si jamais il retombe en crise, qu'est-ce qu'il aimerait, comment anticiper la crise, qu'est-ce qui se passe quand il sent que la crise pourrait revenir, comment il souhaite, évidemment, avec cette expérience aussi d'hospitalisation sous contrainte, évidemment, qui ne lui a pas plu du tout. D'ailleurs, ça a duré que 4 jours. Il est passé devant un juge qui a décrété que c'était pas la peine. Il est ressorti dans des conditions assez compliquées. Et voilà, donc là, on est en train de remplir ce genre d'outils avec lui, sans mettre la pression, très délicatement, parce que c'est assez complexe en même temps de parler de ces choses-là. Parce que, en fait, une personne qui vient de subir une crise grande et assez forte, quand elle en reparle, elle a l'impression de la revivre. Donc voilà, ça demande beaucoup de diplomatie. Oui. Et du coup, sur les accompagnements, comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez en équipe? Est-ce que vous avez des partenaires extérieurs? Donc, comment vous accompagnez la personne? On peut parler par rapport à l'accompagnement, c'est-à-dire le partenaire extérieur, on a, comment ça s'appelle? ESMAR. ESMAR, voilà, c'est ESMAR. C'est une équipe mobile en addictologie avec des psychologues et des travailleurs pairs qui se déplacent dans les CHS et les CHRS pour aider les équipes à réfléchir aux pratiques REDR, réduction des risques, et aussi à mettre en place aussi voilà, comment nous on aimerait ouvrir à la consommation dans l'établissement, dans le CHS. C'est-à-dire, on réfléchit au fait, parce que pour l'instant, les personnes, elles peuvent consommer dans leur chambre et devant la porte du CHS.
mais comment mobiliser toute l'équipe et aussi parler avec tous les résidents de comment mettre en place la possibilité de consommer à l'intérieur. C'est une pratique de RDR où on se fait accompagner par parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de contraintes d'une part et voilà il y a des personnes dans l'équipe par exemple les agents d'accueil qui sont tout seuls la nuit avec les résidents et qui craignent voilà trop de consommation. Comment on fait? On n'est pas là non plus pour dire oui ou non. Ben voilà, ça soulève plein de questions. Et justement, cette équipe Smart nous permet de réfléchir en groupe et d'avoir une intelligence collective beaucoup plus efficace. Alors ça, c'est au niveau réduction des risques. Sinon, au niveau des partenariats, on a un psychologue qui vient de Sainte-Anne, du SMES, qui intervient 3 fois par 3 semaine. fois par semaine. Il a un certain nombre de personnes, que ce soit de Bagne-Maille-la-Rue ou des résidents qui viennent le voir. On a le SIA de précarité qui intervient au niveau des soins, au niveau pilulier, pansement, etc., pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas accès aux droits. Et on a aussi une équipe d'infirmières, on a les deux en fait, on a des infirmières libérales qui interviennent aussi pour des personnes, elles, qui ont des droits ouverts, donc on peut passer par le libéral. On n'a pas des partenariats écrits avec les hôpitaux. Nous, on a la chance d'être entre 2 hôpitaux, la Salpêt et Cochin. Donc, on utilise les deux et on est très connu par les équipes. Donc les prises en charge se font. Et Sainte-Anne aussi, d'ailleurs, au niveau neurologique. On a un XAPA aussi. On a un XAPA avec lequel on travaille très très bien. On a aussi Ego, le XAPA dans le 18e d'Aurore, avec qui on fonctionne très bien. C'est pas des partenariats, comme je disais, écrits, c'est des partenariats comme ça, institutionnels, qui se font par les rencontres et le fait qu'on se connaît bien. Voilà. Et sinon, au niveau parce que la question, elle était double sur les partenaires et comment on accompagne. On accompagne très souvent en binôme, mais dans l'hébergement, on a gardé le principe du référent. Alors que pour Bagne-Maille-la-Rue, sur le logement d'abord, on est dans la multi-référence. Alors, sur l'hébergement, évidemment, il y a des référents, mais qui travaillent avec le travailleur pair et le médiateur santé sur toutes les questions, évidemment, santé et addiction. Et donc, c'est le référent qui fait appel à nous pour intervenir sur la situation. On a aussi du diffus, c'est-à-dire des appartements qui sont dans Paris et même à l'extérieur, vers Malakoff, où là, on intervient dans les appartements. La différence entre Bagne-Maille-la-Rue et le diffus, c'est que Bagne-Maille-la-Rue, c'est un bail glissant pour un logement social. Le diffus, c'est de l'hébergement, c'est-à-dire que c'est, par exemple, dans un T3, il va y avoir 2 chambres et un salon partagé, et la personne, elle cohabite avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ce qui peut entraîner des difficultés de cohabitation, parce que justement, quand c'est des personnes qui ont des addictions et des problématiques psychologiques, il peut y avoir des tensions très très fortes. On passe beaucoup de temps sur des médiations. Oui, et puis c'est des cohabitations imposées aussi. Donc, voilà. Tandis que dans Bagne-Maille-la-Rue, c'est vraiment du logement d'abord, où la personne, à un moment, elle décide qu'elle peut prendre le bail à son nom, et notre partenaire, la IVP, est disposé à faciliter le passage au bail, au nom propre de la personne, après un certain nombre de mois d'accompagnement. Merci beaucoup pour cette présentation. On a pas mal de questions, donc je me permets d'y passer tout de suite. Je pense que ça va vraiment étayer cette première intervention. En tout cas, merci vraiment à tous les deux d'être présents ce matin. Il y avait une question par rapport au plan de crise. Est-ce qu'il y a un support existant sur lequel vous vous basez? Oui, en fait, il y a un certain nombre d'outils qu'on nous présente quand on fait les formations sur leur établissement. Et c'est la boîte à outils, en fait.
Il y a par exemple le groupe SOS qui a sorti un fascicule sur tous les outils, mais en même temps, on peut les trouver sur le site de Psycho, par exemple. Donc, il y a le GPS, il y a le plan de crise. Oui, oui, on se base par rapport à un outil, hein. C'est pas, il y a aussi Les 8 domaines de vie. les 8 domaines de vie, la balance décisionnelle. On a vraiment comme ça des fiches. On a un classeur avec plein de fichiers et plein de photocopies où chaque accompagnateur, chaque travailleur social peut puiser dans le classeur pour se déplacer. Alors évidemment, il faut un petit peu les maîtriser, les connaître un peu, mais ils sont très très simples. On peut s'en emparer très facilement. Donc là, au sein de vos équipes, vous êtes toutes et tous formés au rétablissement? C'est Oui. ça, oui. En fait, Et, on va faire la pub. On se forme avec Alpha Psy. Alpha Psy, qui est un institut qui est basé dans le 93 et qui a la particularité de former. Il y a un formateur qui vient diplômé, un psychologue en général, qui s'est formé au rétablissement lui aussi, et qui intervient avec un travailleur pair. Donc il y a cette double casquette donc un côté formation, disons, universitaire et un côté expérimentation. Alors ça peut être sur les 3 domaines, hein, la précarité, l'addiction et un parcours psychiatrique. Voilà, psychiatre. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans les travailleurs pairs, d'ailleurs, même dans les annonces, on le voit, il y a des associations ou des institutions qui cherchent des travailleurs pairs spécialisés dans les problématiques psychiatriques et d'autres qui vont chercher dans l'EXAPA, par exemple, ou les CARUT, des travailleurs pairs qui ont une expérience et qui ont fait le parcours de la précarité avec l'addiction, où on se retrouve souvent à la rue parce que l'addiction à l'alcool ou aux drogues fait que voilà, on a perdu pied. Et en interne, les enfants du canal, on a un chantier d'insertion. C'est un petit chantier d'insertion d'une quinzaine de participants où en fait des personnes qui étaient à la rue et en situation d'addiction rentrent en insertion, sont accompagnées par des travailleurs sociaux et vont à la rencontre de personnes qui sont toujours à la rue. Et on a aussi un camion qui sert d'accueil de jour où évidemment les travailleurs sociaux peuvent faire de l'accès aux droits et remplir les dossiers SIAO pour essayer de trouver un hébergement et un logement. D'accord, donc merci beaucoup. Il y a aussi une question, donc là je vais vous la lire. Donc comment faites-vous avec la réalité des addictions, de l'isolement, des vulnérabilités des personnes? Y a-t-il beaucoup de problèmes avec le voisinage et qu'en est-il lorsque la loi n'est pas respectée par les personnes? C'est une grande question. Une grande question. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Bail la rue où les gens ont donc un bail glissant qui va devenir un bail classique, normal à leur nom. Forcément, le lien avec le gardien, par exemple, le lien avec les voisins, c'est quelque chose qui fait partie de notre accompagnement et de notre travail. Nous, on a un service GLA, gestion locative adaptée. Donc ça, c'est très important aussi, comme chez Soi d'abord d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle est en charge de recouvrir les loyers, évidemment, c'est la base, mais avec un lien avec l'équipe d'accompagnement. Il fait carrément partie de l'équipe, et donc adapté à des situations de personnes qui viennent de la rue et qui sont fragiles. Donc, du coup, je me suis un peu perdu dans la question. Vas-y, continue. C'était, oui, comment on gère, souvent, c'est en lien justement avec le responsable GLA, qui souvent est interpellé par la gardienne ou autre, hein, ça peut être le voisinage. Nous, on n'intervient que vraiment si c'est nécessaire. On va pas intervenir tout le temps, quoi. Généralement, c'est Céline, le prénom, qui arrive à gérer ce genre de situation. Mais s'il y a besoin que nous, qu'on intervienne, on le fait. Mais on le fait souvent auprès du voisinage
Euh, on est intervenu à plusieurs reprises auprès du voisinage et généralement, ça se passe bien. On met en place des médiations et pour l'instant, sincèrement, mais bon, ça se passe très très bien. Et d'ailleurs, la RIVP, qui est notre partenaire au niveau de la mise à disposition des appartements en bail glissant, forme aussi les gardiens au fait d'accueillir des personnes qui viennent de la rue. Donc, il y a vraiment un travail comme ça de fond au niveau de l'accueil des personnes fragiles. Puis on va souvent auprès de la gardienne ou du gardien pour se présenter ou du voisinage aussi. Voilà pour. Et par rapport à la question qui touche plus aux addictions, nous, voilà, on pratique les- l'accompagnement orienté RDR, donc on est vraiment formé et habitué à aborder ce genre de questions avec les personnes et à essayer de trouver des solutions. Par exemple, là, on a un résident qui a refusé 3 ou 4 fois. Il voulait rentrer en cure, et puis au moment où on nous proposait une place, eh ben, c'était non, c'est pas le moment. Et donc, on revient à la charge et en discussion, hein, on est pour le pouvoir d'agir. Donc, on force pas la même, mais disons que on, voilà, délicatement, on remet le problème sur la table et puis finalement, là, il rentre en cure et il va partir en post-cure. Donc, on a respecté il nous avait dit, ça sera après les fêtes Noël et jour de l'an et il a eu une place fin janvier. Et voilà, et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, c'est aussi, ça fait partie des principes du rétablissement, c'est aussi continuer à avoir l'esprit qu'il y a quelque chose qui va se dénouer. Merci beaucoup. Et une dernière petite question par rapport donc au dispositif. Combien de temps ça fait qu'il est expérimental? Combien de temps? Le dispositif Ça fait Bye 2 Bye ans. la rue, Ça va faire bientôt 2 ans. 2 ans. c'était une expérimentation de 2 ans pour intégrer 15 personnes, donc ça c'est fait. Et là, on attend On la attend, réunion avec les partenaires pour savoir ce que l'expérimentation va devenir. Est-ce que ça va être reconduit ou pas? Voilà. D'accord. Ah oui, parce que l'expérimentation a touché à sa fin cette année. Oui, elle était pour 2 ans au niveau des budgets. Bon, forcément, de toute façon, les personnes qui sont en appartement et qui ont encore besoin d'accompagnement, on va continuer à les accompagner. Ça, c'est pas un problème. Moi, Et j'aurais, on est évalué. Jean-Marc Oui. Antoine, je m'excuse, Charline, mais comme tu as dit qu'il y avait la dernière question, moi j'en aurais deux. J'aurais voulu un petit peu plus d'explications concernant les consommations, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'ils pouvaient consommer devant l'établissement. Vous disiez en même temps qu'ils pouvaient le faire à l'intérieur. Donc, est-ce que j'ai mal Dans leur compris? espace privé, excusez-moi, dans leur espace privé. Hein. D'accord, dans leur espace privé. Et en même Pour temps, j'aurais l'instant. bien voulu savoir exactement en quoi consistaient les activités du chantier d'insertion. Parce que vous avez été très bref. Et je Oui. pense que c'est un outil particulièrement pertinent pour l'accompagnement à moyen et long terme du public que vous pouvez accueillir. Ah ben oui, c'est un accompagnement qui est génial, bien sûr, mais qui est Alors, qui limité à... travaille? C'est des questions c'est des questions de budget. On a 15 places là aussi. C'est bizarre, c'est comme Bang Bang la rue. On est sur des projets à 15 places. Donc, c'est un chantier d'insertion qui est accompagné par un CIP. Il y a comme c'est 15 personnes, c'est une seule CIP qui a été embauchée parce qu'elle a une grande expérience sur la précarité, justement, et sur les addictions. En fait, toutes les équipes chez les enfants du canal sont formées au rétablissement, d'accord, et sur la réduction des risques. Donc, les 15 personnes qui rentrent dans le chantier, c'est des contrats de 6 mois renouvelables 4 fois, puisque c'est 2 ans. Mais comme le chantier fait partie de Convergence France, D'accord. c'est une institution qui aide à justement faire que les insertions peuvent durer plus longtemps. Il peut y avoir la possibilité d'aller plus loin que ça, mais en général, il y a un débouché qui se fait dans les 2 ans. C'est pas pour former les gens à devenir travailleurs pairs, parce qu'il n'y a pas tant de travail que ça en plus, et que c'est pas forcément le but de l'insertion. Mais en tout cas, ils sont accompagnés par des travailleurs sociaux
Et ils technique vont, aussi. et un encadrant technique, bien sûr. Et il y a dans un chantier d'insertion, il y a toujours un encadrant technique, bien sûr. Et donc, ils vont faire des maraudes. Alors, les maraudes, c'est C'est le 8-17 et puis le 6-14. voilà. Voilà, c'est les Mais ça 4 fait, arrondissements. voilà, ça fait partie de l'organisation de toutes les maraudes de Paris, bien sûr, parce qu'il y a une grosse organisation sur le partage entre les associations des maraudes. Donc là, les travailleurs pairs partent en maraude avec des travailleurs sociaux. Et puis voilà, il y a ce dialogue où, où les travailleurs pairs, quand ils rentrent de maraude, ils ont, ils vont sur l'ordinateur et on les accompagne pour aussi se former à faire des petites fiches de compte rendu, etc. Et puis, il y a ce camion qui circule, qui s'installe dans plusieurs endroits où justement les personnes peuvent prendre un café et s'installer, rencontrer un travailleur social et les travailleurs pairs font la liaison entre justement la rue et le fait de passer un rendez-vous avec le travailleur social. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond à mes questions. Merci. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Si vous voulez, il y a une question par rapport à la RDR. Vous pouvez aller dans le QR pour saisir directement votre réponse. Et j'avais juste une dernière question avant de passer la parole à Jean-Marc Antoine pour conclure cette rencontre de ce matin. Donc, qui peut être pour Stéphane et Eric, mais également pour Laurent. C'était des éléments de réponse. Est-ce qu'un établissement social et médico-social pardon, peut-il faire le tiers dans une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers concernant une personne accompagnée par cet établissement? Est-ce que Excusez-moi, vous pouvez Non, répéter? pas de souci. Est-ce qu'un établissement peut faire une demande dans le cadre d'une hospitalisation par demande d'un tiers? Donc là, plutôt par rapport à l'hospitalisation en hôpital psychiatrique. au CPOA, enfin, il faut passer par le CPOA généralement. Oui. Mais non, je pense pas Ça, qu'on oui, est c'est habilité à le faire. Voilà. En fait, nous, on essaye de passer par la famille. Si on oui. sent qu'il y a vraiment une grosse problématique. En fait, en général, ça rentre justement dans le cadre de cette rencontre. En général, quand les personnes arrivent dans notre accompagnement, dans le CHS ou bien dans l'expérimentation, de toute façon, lors des premières rencontres, on demande la personne à contacter, la plus proche. Alors, il peut se trouver qu'il n'y en ait pas, mais dans la plupart des cas, quand même, il y a quelqu'un, même si le contact a été perdu, on va essayer de le reprendre, justement. C'est un peu ce qu'on disait au départ, de refaire de la médiation pour qu'il y ait des contacts avec la famille qui souvent, qui sont rompus, mais justement de les retisser un peu. D'accord, Donc merci voilà. beaucoup. Et On va Laurent, comment tu s'appuyer. fais, toi? Alors, bon, pour ma part, je dirais que j'évite au maximum Oui, d'engendrer c'est ça. des hospitalisations sous contrainte. Avec 10 ans de Bien sûr. recul, avec 10 ans de recul, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois, justement en cas de personnes très très isolées, hein, et qui se mettaient en danger, évidemment. Mais sinon, on travaille beaucoup avec les services de santé psychique. Notamment, nous, on a une équipe qui s'appelle l'EMPP, équipe mobile Mm. précarité Bien psy, sûr. hein, et on essaye d'emmener les gens, dans la mesure du possible, vers le soin. C'est Oui. ça. Plus que d'organiser des hospitalisations sous contrainte, mais oui, un ESMS au titre de chef de service, directeur général, peut être le tiers, hein, dans le cas d'une demande d'une SDT. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Et c'est vrai que du coup, il y a une participante, Laurine Ridolfi, qui complète vos propos justement sur le fait il est souhaitable que ce ne soit pas l'établissement qui fasse la demande d'hospitalisation. Il y a un souci d'enjeu de relation de confiance, mais également parfois avec donc pas le choix. Et oui, c'est donc possible, mais en tout cas, ça peut altérer la relation qu'on peut mettre en place. Et c'est du coup la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté pose vraiment le cas dans le sens où les hospitalisations sous contrainte de partir
ou en tout cas hospitalisation d'office, etc. Et, et également les contentions, qu'elles soient chimiques ou mécaniques, ne sont pas du soin. Ce sont vraiment des privations de liberté. Elles sont parfois donc amenées par la situation à faire, mais en tout cas, ce n'est pas de l'accompagnement dans le soin, mais plutôt de la mise en sécurité et protection, soit de la personne et ou de l'entourage public, etc. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier également, du coup, les deux intervenantes qui ont dû partir également, donc ayant d'autres obligations ce matin, pour vos témoignages, pour vraiment vos apports et également tous les conseils, en tout cas vos pratiques que vous mettez en place dans votre quotidien. Et également, merci beaucoup aux participants et participantes qui ont posé vraiment les questions, qui ont permis d'enrichir justement cette rencontre ce matin. Donc là, maintenant, moi, je vais passer la main à Jean-Marc pour la tâche de la conclusion. Et je vous remercie. Excusez-nous, on beaucoup. va devoir vous laisser, nous aussi. Vous aussi? Ok, d'accord. Vous vous arrachez notre affection. Eh ben, avec vraiment beaucoup de mal, mais on est obligé, on nous attend. Moi, je vais Merci conforter beaucoup. les remerciements de Charline. Merci à Je vous. trouve que vous avez été tous les trois d'une grande pertinence et vous nous avez montré comment on peut passer du droit formel au droit effectif, avec toutes les difficultés que pose l'effectivité des droits, toutes les questions éthiques que cela pose, et en même temps, je dirais, tout ce qui ressort des différentes approches des personnes en précarité. Et on a affaire à des pratiques quand même bien différentes. Si c'est par exemple au niveau d'un établissement public de santé mentale comme celui de Villévrard, on s'aperçoit que les prises en compte des besoins des personnes étant à moyen et long terme, on peut plus facilement utiliser le temps. Dans le social, même si le temps est quand même relativement court, il est quand même assez long, mais ça pose des difficultés éthiques. Merci Laurent. Et parce que les choses ne s'imposent pas, elles doivent se réfléchir. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, dans les différentes instances de gestion des établissements, ce qui n'est pas une chose facile, parce que lorsqu'on est administrateur, on n'est pas dans les mêmes enjeux que lorsqu'on est dans un service directement au contact avec les usagers. Et je trouvais que on voit bien les difficultés qu'il y a à ce que des travailleurs sociaux, pour faire simple, ne puissent pas à terme être les personnes de confiance. D'une part parce que ça fait une confusion des rôles et d'autre part parce que les personnes accompagnées ne restent pas là sur des périodes trop longues. Ensuite, j'ai bien aimé tout ce qui a été dit par nos amis des enfants du canal sur comment anticiper une crise et comment y associer justement les personnes, car c'est bien là où se règle parfois l'alliance ou la mise en place d'une relation de confiance. Donc, anticiper les crises, ça permet aussi de ne pas tomber automatiquement dans ce qui est de l'ordre des urgences. Je remercie aussi Charline pour tout le travail qu'elle a pu faire en amont. Et en ce qui concerne notre fédération, je rappellerai seulement que depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est quand même le fer de lance, un des fers de lance de notre fédération, c'est de garantir le droit des personnes accompagnées. On ne dit pas des usagers chez nous, on dit des personnes accompagnées. Et pour que les choses aussi en même temps ne restent pas dans l'intention mais soient dans le concret, je rappelle pour ceux, et j'informe pour ceux qui écoutent un webinaire de notre fédération pour la première fois, qu'au sein de notre conseil d'administration national, les représentants des usagers ont 4 sièges et qu'actuellement, sur les 4 sièges, un siège est occupé comme vice-présidente par une personne, par des personnes accompagnées. Je dirais en même temps que les représentants des usagers ont une place importante parce qu'en fin de compte, c'est eux et eux seuls qui nous apprennent à comment prendre en compte leurs difficultés, avec un bagage bien sûr théorique, faut théoriser là-dessus, mais que sans eux, on ne pourrait rien faire. Donc, je remercie Charline pour tout le travail en amont qu'elle a pu faire avec Marie pour trouver des intervenants, pour préparer cette réunion, parce qu'on s'est quand même réunis, même en visio, mais enfin on s'est réunis pour la préparer et pour éviter les doublons, pour gagner du temps.
je trouve en même temps remarquable qu'avec Charline, on arrive à respecter le timing. 10 heures, c'est 10 heures. Midi, bon, on est à midi moins 10, donc on est dans les temps. Et je trouve que c'est très bien managé, car souvent, on a tendance à trouver, à faire que le temps déborde et ça fatigue tout le monde. Donc sachez qu'à la face, si on a 2 heures de visio, ça n'excédera jamais ces 2 heures-là. Faites-nous confiance, on y met beaucoup d'intérêt pour garder vos motivations et vous retrouver sur d'autres webinaires. Personnellement, je vous remercie. Peut-être que je ne vous retrouverai pas puisque mes fonctions à la FAS vont s'arrêter au mois de juin prochain. Donc, vous aurez une autre, peut-être la coprésidente ou un autre coprésident parce qu'ils seront 2. Moi, je me retire, étant donné que je pense avoir servi quand même la FAS pendant plusieurs dizaines d'années. Et je trouve que maintenant, il est l'heure de m'occuper un petit peu de moi. Je vous remercie pour votre tolérance et à bientôt quand même pour tous ceux qui resteront sur les webinaires de la FAS. Merci beaucoup. Et du coup, rendez-vous le 26 mai de 14h à 16h pour le prochain webinaire sur les enjeux pour les personnes en rue. Donc, quand la rue fragilise les enjeux et les pratiques d'accompagnement en santé mentale.